Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne Barallon et je vais vous accompagner lors du déroulé de cette webconférence. Nous démarrons aujourd'hui un cycle de WebActu consacré bien évidemment aux élections municipales. Aujourd'hui, Marine et Mickaël nous présenteront les premières mesures à prendre suite à l'élection des conseils municipaux et communautaires. La réunion durera 30 minutes et débutera dans quelques instants. Sachez que pour éviter les perturbations sonores, nous avons désactivé les micros. Pour poser vos questions, il suffira que vous utilisiez le module Q&R en haut à droite de votre menu participant. Nous y répondrons en fin d'intervention. Vous pourrez également télécharger le support de la conférence. Sachez par ailleurs qu'un récapitulatif de toutes les questions posées accompagné de leurs réponses sera disponible sur votre espace client. Maintenant, et sans plus attendre, accueillons Mickaël Soto et Marine Goré. Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle webconférence, ce nouveau cycle dans la perspective des élections municipales qui se profilent devant nous les 15 et 22 mars prochains. Alors on a souhaité aborder aujourd'hui une thématique d'anticipation finalement sur la préparation de l'installation des nouveaux organes délibérants, les mesures qui seront à prendre dans les premières semaines des nouveaux mandats. Mais nous avons souhaité diviser notre intervention en trois temps finalement. Un premier temps consacré à la période avant l'installation des nouveaux conseils, entre le 15 mars 2020, premier tour de scrutin, et la première réunion des organes délibérants. Et un deuxième temps consacré spécifiquement à la séance d'installation des nouveaux conseils. Puis un troisième temps consacré à l'après-installation et indirectement les mesures qui s'en suivront. Mais sans plus attendre, Marine, le sommaire de notre intervention. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui au sommaire, on commencera par un bref rappel des définitions. On commencera donc avec le premier temps sur la fin des mandats locaux, à savoir les dates et le cadre juridique, puis la gestion des affaires courantes. On abordera dans un second temps la séance d'installation de l'Assemblée délibérante et dans un troisième temps, après l'installation, les premières délibérations et les premières mesures des exécutifs locaux. On terminera bien sûr avec vos questions. Quelques définitions peut-être? Alors, quelques définitions qui sont rappelées à l'écran, donc je ne vais pas les lire dans leur ensemble, mais je vais rappeler peut-être la notion de première mesure qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Donc il s'agit de l'ensemble des actes, à savoir délibérations et arrêtés, qui sont chronologiquement pris pour permettre aux instances de fonctionner. Alors, qui dit définition dit aussi effectivement cadre juridique, et cadre juridique que vous constaterez être présent au niveau du Code général des collectivités territoriales, qui s'affiche à votre écran, mais également au niveau du Code électoral. Ce seront finalement, d'une certaine façon, les bases textuelles sur lesquelles nous allons mener nos différentes réflexions. Vous allez comprendre pourquoi. Quand on continue sur ces différents articles, on s'aperçoit qu'on a des certitudes sur certaines choses, alors des certitudes relatives, bien entendu, mais que sur d'autres éléments, nous sommes un peu plus dans l'hésitation. S'agissant de la fin des mandats locaux, nous constatons que pour les communes, rien n'est dit dans les textes, j'en suis désolé, sur la fin de mandat des conseillers municipaux. Nous allons revenir sur cette question juste après. S'agissant des maires et adjoints, le Code général des collectivités territoriales prévoit en revanche que ces derniers restent en fonction jusqu'à la première réunion du nouveau conseil municipal et l'installation de leurs successeurs. Pour les EPCI à fiscalité propre, eh bien finalement, le Code électoral nous dit que le mandat de conseiller communautaire prend fin en même temps que celui de conseiller municipal, d'où ils sont issus. Le président, en revanche, reste en fonction jusqu'à la première séance du conseil, et vous constaterez que le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui de l'organe délibérant, qui soulèvera d'autres interrogations. Pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes, eh bien, on sera plutôt sur une date d'installation des nouveaux comités syndicaux. Là, ça va perdurer un peu plus dans le temps. Quant aux syndicats mixtes ouverts, c'est une particularité, il faudra se référer essentiellement à leur statut. Alors, sur les ambiguïtés, notamment sur la fin des mandats des conseillers municipaux. Donc, comme vient de le dire Mickaël, rien n'est prévu dans les textes concernant cette fin de mandat. On sait simplement que le maire et les adjoints restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Donc, la question peut se poser entre une fin de mandat au premier tour du scrutin ou à la date de proclamation des résultats. Donc, la jurisprudence a eu l'occasion de se positionner sur ce point. Des réponses ministérielles également sont venues le préciser. Et surtout, la circulaire de mars 2014 est venue considérer que la fin du mandat des conseillers municipaux avait lieu le premier tour du scrutin. Donc on va rester par sécurité juridique sur cette position, ce qui signifie qu'aucune délibération ne pourra être prise entre le premier tour du scrutin et l'installation du nouvel organe délibérant. Autre doute aussi sur le cas des EPCI. Donc la fin du mandat des conseillers communautaires a lieu en même temps que celle des conseillers municipaux, donc au premier tour du scrutin.
Le président, lui, reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur, donc comme pour le maire et les adjoints, ça résulte des textes et de la jurisprudence. Par contre, un gros point d'interrogation sur le cas des vice-présidents. Tout à fait. Puisqu'on applique normalement par renvoi les dispositions applicables aux maires et aux adjoints, donc le L2122-15 du CGCT, en tant que ces dispositions ne sont pas contraires. Et on a une contrariété, effectivement, dans l'article L5211-10, dans son 5e alinéa, dans lequel on précise que le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que le mandat des conseillers communautaires, donc au premier tour du scrutin. Donc, en pratique, ça veut dire que le président se retrouverait seul pendant 4 semaines, qu'il ne pourrait pas se décharger sur ses vice-présidents, et que ces derniers, vu qu'ils n'exerceraient pas effectivement leurs fonctions, perdraient également le bénéfice de leurs indemnités de fonction. On a bien conscience qu'en pratique, ça semble compliqué, donc c'est pour ça qu'on attend nécessairement les traditionnelles circulaires de début de mandat du ministère de l'Intérieur, qui, nous l'espérons, apporteront des éclaircissements sur ce point. Alors, qui dit fin de mandat, dit finalement faire tourner en quelque sorte la boutique pendant quelques jours ou quelques semaines. Alors, quand on parle de la fin de mandat, on parle souvent de la gestion des affaires courantes, le tout venant. De quelle période parle-t-on? Eh bien, finalement, on parle de la période entre le premier tour de scrutin, le 15 mars 2020, jusqu'à l'installation du nouveau conseil, cette période transitoire un peu particulière où seuls certains élus vont continuer l'exercice de leurs fonctions. Quant à la notion d'affaires courantes, c'est une notion traditionnelle du droit administratif qui va concerner les mesures indispensables pour assurer la continuité du service public, sauf dans un seul cas, l'urgence. L'urgence permettra d'aller au-delà de ces mesures indispensables, mais attention, comme dans tous les cas, il s'agit d'une appréciation au cas par cas, éventuellement par le juge administratif. S'agissant des maires et adjoints, les compétences qu'ils pourront continuer à exercer sur cette période transitoire est strictement limitée au pouvoir propre du maire, au pouvoir effectivement que le maire aura délégué sur ses pouvoirs propres aux adjoints, l'exécution des délibérations antérieures. Dans tous les cas, les délégations octroyées par le conseil municipal au maire deviennent caduques au soir du premier tour. Dans les EPCI, il faudra opérer une distinction entre les EPCI à fiscalité propre et les autres EPCI, type syndicats de communes et syndicats mixtes, pour lesquels, finalement, pour ces derniers, on va faire perdurer la période de compétence et d'exercice des fonctions. Lorsqu'on rentre un peu plus dans le détail sur les compétences qui peuvent encore être exercées pendant cette période un peu transitoire, on a identifié les pouvoirs propres. Je prends effectivement par exemple les pouvoirs de police en mairie, la gestion des collaborateurs, la gestion RH, la délivrance de certaines autorisations administratives, un permis de construire, l'ordonnation des dépenses bien entendu, et les pouvoirs dévolus par la loi, qui sont dévolus aux maires notamment ou aux adjoints, l'officier de police judiciaire, l'officier d'état civil. On va continuer à exercer ces compétences-là, et bien entendu ce que j'évoquais précédemment, l'exécution des délibérations, notamment une délibération intervenue avant la fin du mandat pourra continuer à s'exécuter sous la responsabilité du maire et ou d'un adjoint, l'émission d'un ordre de service dans un marché public ou la signature d'une convention. Les limites peut-être? Alors les limites, effectivement, pendant cette période, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, donc on ne peut pas prendre de décisions importantes ni d'engagement financier, donc ça se concrétise par l'impossibilité de voter le budget, de faire intervenir la commission d'appel d'offres pour choisir le titulaire d'un marché public, de réunir l'assemblée délibérante dans les communes et dans les EPCI à fiscalité propre. Alors, petit rappel, ça ne s'applique pas aux syndicats de communes. Et on sera aussi dans l'impossibilité d'ouvrir une enquête publique. Si on poursuit, l'installation des nouveaux organes délibérants. Alors, concrètement, l'installation des nouveaux organes délibérants pour les conseils municipaux va avoir lieu au plus tôt le vendredi qui suit les résultats. Donc, le 20 mars pour une élection au complet au premier tour, ou le 27 mars pour une élection au complet au second tour, au plus tard le dimanche donc, qui suit les résultats, donc le 22 ou le 29 mars. Pour les EPCI à fiscalité propre et les syndicats de communes, au plus tard le vendredi de la 4e semaine après l'élection du maire, donc ça nous amène jusqu'au 24 mars. Et enfin, les syndicats mixtes fermés, pour lesquels ce sera au plus tard le vendredi de la 4e semaine après l'installation des présidents des conseils communautaires. Donc, ça nous amène jusqu'au 22 mai. Pour les syndicats mixtes ouverts, pas de disposition codifiée dans le CGCT, donc pas de délai impératif pour la première réunion. Ben voilà, on se jette effectivement dans cette première séance du conseil municipal, par exemple. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas d'une séance type, effectivement celle qui est requise à minima. Première séance, première mesure. Tout d'abord, il va y avoir une convocation par le maire sortant dans un délai de 3 jours francs après les résultats,
si on décide de se limiter à l'élection du maire et des adjoints à l'occasion de cette séance. À défaut, on va prévoir un délai de 5 jours francs. La réunion a lieu dans les locaux de la mairie. L'ordre du jour est un impératif, puisqu'il s'agit de l'élection du maire et des adjoints. L'installation des conseillers municipaux par le maire sortant, c'est lui qui va faire l'appel, concrètement par rapport à ça. Le doyen d'âge va présider la séance jusqu'à l'élection du maire. On procède à l'élection du maire au scrutin secret à la majorité absolue. Puis on va déterminer le nombre des adjoints. Et l'élection de ces derniers se procédera à un scrutin uninominal pour les communes de moins de 1000 ou de liste pour les communes de plus de 1000 habitants, et ceci à la majorité absolue. Et bien entendu, on fera la lecture de la charte de l'élu local. Pour les questions de quorum s'apprécieront effectivement, on le verra un peu plus en détail. Sur la convocation et la première séance du conseil communautaire, Marine. Alors pour le conseil communautaire, donc convocation par le président sortant dans un délai cette fois-ci de 5 jours francs. Donc attention, la loi engagement et proximité a inversé le principe s'agissant de la convocation. Aujourd'hui, c'est une convocation qui sera envoyée automatiquement par voie dématérialisée et sur demande des conseillers communautaires par écrit. Donc on aura une réunion au siège de l'EPCI ou dans une commune membre. Donc toujours l'installation des nouveaux élus par le président sortant qui fait l'appel. Le doyen d'âge préside la séance jusqu'à l'élection du président, donc c'est à ce moment-là qu'on apprécie le quorum. Donc sachant que le quorum s'apprécie par rapport à la majorité des membres en exercice, donc c'est-à-dire des membres qui sont personnellement et physiquement présents et pas par rapport à l'effectif légal. Donc ensuite on procède à l'élection du président au scrutin secret à la majorité absolue. On détermine le nombre de vice-présidents et on élit les membres du bureau au scrutin uninominal à la majorité absolue, donc c'est une élection individuelle, et on procède enfin à la lecture de la charte de l'élu local. Tout à fait. Et la charte de l'élu local est commune, effectivement, à tout type de structure locale. Vous la voyez. Alors, ce n'est pas une nouveauté, vous pourriez le croire, de la loi, par exemple, engagement et proximité, loi de décembre 2019. C'est quelque chose qui procède de la loi de mars 2015 sur l'exercice des mandats des élus locaux, qui est d'ailleurs codifié au niveau du Code général des collectivités territoriales. Et sur votre écran, vous avez les articles de référence. Alors, on vous a inscrit le contenu même de la charte qui devra être lu, et c'est une obligation posée par le Code général des collectivités territoriales. Cette lecture a lieu à l'issue de l'élection du maire et des adjoints et ou des membres du bureau de l'EPCI. C'est donc bien le maire ou le président qui va faire la lecture, bien entendu. Et sachez qu'à l'issue de la lecture et de la séance, on procédera à la remise d'une copie à chaque élu des dispositions législatives relatives à l'exercice des mandats locaux. Par contre, après, qu'est-ce qui se passe si on décide de poursuivre dans d'autres séances ultérieures les prises de décision? Alors, les principales délibérations ont tout d'abord le vote des délégations aux exécutifs locaux, donc ce qu'on appelle délégation de compétences. Ensuite, le vote des indemnités de fonction. Donc la question peut se poser de savoir s'il faut une ou plusieurs délibérations, puisqu'on peut avoir le principe de l'indemnité de fonction, les majorations accordées aux présidents, maires, adjoints et vice-présidents, et des majorations notamment en fonction de la strate démographique. Donc nous, on considère qu'il est possible d'avoir une seule et même délibération, à condition de pouvoir distinguer 3 opérations de vote dans cette délibération. À défaut, on recommandera plutôt de prendre 3 délibérations distinctes. On procède ensuite à la désignation des représentants dans les organismes extérieurs, donc par exemple les EPCI pour les communes, le Centre communal d'action sociale, le SDIS, la Caisse des écoles et d'autres associations. Ensuite, on a les commissions obligatoires, donc notamment la commission d'appel d'offres, la commission communale des impôts locaux, la commission consultative en matière de services publics en fonction de la strate démographique, la commission relative aux délégations de services publics également, et d'autres commissions consultatives ad hoc. On a ensuite la question de l'adoption dans les 6 mois du règlement intérieur, donc ça concerne les communes de plus de 1000 habitants ou de plus de 3500 habitants pour le cas particulier de l'Alsace-Moselle, et pour les EPCI qui comportent au moins une commune de plus de 1000 habitants. On procède ensuite, si vous n'avez pas voté le budget, dans un délai de 2 mois avant le vote du budget, au débat d'orientation budgétaire. Donc le débat d'orientation budgétaire doit être organisé dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Pas de panique si vous n'avez pas le temps d'adopter un nouveau règlement intérieur au stade du débat d'orientation budgétaire, puisque le règlement intérieur antérieur persiste jusqu'à l'adoption du nouveau. Alors, si on fait un petit focus sur une des problématiques qui va être une interrogation, à mon avis, récurrente chez vous,
les délégations de compétences qui seront octroyées par le conseil municipal au maire. Bon, on part d'un principe. Cet article L2122-22 du CGCT, vous le manipulez, vous le connaissez, et pourtant, vous constatez qu'il existe une liste exhaustive et limitée des compétences délégables. Ce qui n'est pas écrit ne peut pas être délégué. Les délégations appellent de votre part, dans la précision, de ne pas faire un simple copier-coller des dispositions du Code général des collectivités territoriales, mais de vous interroger sur les précisions que vous allez apporter dans le champ d'application des délégations, sans réécrire la délégation, apporter des précisions sur la portée de la délégation de compétences ou des délégations que vous allez octroyer à votre exécutif. La conséquence des délégations est importante. Sachez que dès lors que le maire a reçu délégation de compétences de son conseil municipal, ce dernier est dessaisi de la compétence. Il ne peut plus normalement se prononcer sur les matières déléguées, au risque d'être déclaré incompétent pour le faire, sauf si au préalable, il reprend la délégation octroyée. S'agissant des subdélégations de signature aux autres élus, sachez que l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour le maire de subdéléguer aux élus la signature sur les actes portant sur les matières déléguées par le conseil municipal. Attention, toutes les délégations doivent être claires, précises, à défaut d'être annulées par le juge administratif. Si on s'arrête un instant sur une de ces délégations, une qui nous préoccupe, sur laquelle vous nous sollicitez régulièrement, la fameuse délégation sur l'action en justice. La capacité pour le maire d'agir par délégation du conseil pour représenter la collectivité en justice, tant en demande qu'en défense. Nous avons repris les dispositions du CGCT, vous les avez à votre écran, elles sont un peu rébarbatives, mais vous constatez qu'elles sont assez imprécises sur la portée et le champ d'application des actions que le maire peut mener dans le cadre de la représentation en justice de la collectivité. Notre recommandation, notre conseil par rapport à cette délégation en particulier, c'est lister dans la délégation, dans le texte même de la délégation, tous les ordres de juridiction devant lesquels le maire peut intervenir, que ce soit des juridictions administratives, civiles ou pénales. De rappeler les niveaux de juridiction sur lesquels le maire peut également intervenir en justice. Première instance, appel, cassation. La nature des contentieux, par exemple en matière de droit administratif, les recours pour excès de pouvoir, le plein contentieux, les procédures de référé. Mais également, dans le cadre de la procédure pénale, vous savez qu'en matière pénale, c'est l'État qui poursuit le prévenu, et que si vous souhaitez vous associer à l'instance, vous devez vous constituer partie civile, prévoir dans la délégation la capacité de déposer plainte avec constitution de partie civile. Pourquoi ces éléments? Tout simplement parce que selon les ordres de juridiction, administratif, pénal, judiciaire, vous avez une approche différente de la compétence. Et dans certains cas, le juge, notamment pénal, a refusé, au motif de l'imprécision de la délégation, de recevoir l'action en justice menée par l'élu local. Attention, quand on parle de dépôt de plainte avec constitution de partie civile, je ne parle pas, bien entendu, d'un dépôt de plainte simple, lui, dépôt de plainte lambda, sans s'associer à l'instance pénale, qui lui n'est pas un acte de justice. Sur les délégations dans les EPCI? Alors, dans les EPCI, on a un régime complètement inversé. On n'a pas de liste exhaustive des matières qui peuvent être déléguées par le conseil communautaire au président. On a au contraire une liste des matières qui ne peuvent pas être déléguées au président. Donc, ça va concerner par exemple le vote du budget, le vote du compte administratif, toute décision en matière de délégation de services publics, les décisions relatives au fonctionnement institutionnel de l'établissement et les décisions relatives à l'aménagement de l'espace, l'équilibre social de l'habitat et la politique de la ville. Donc, ces délégations de compétences vont concerner le président et le bureau dans son ensemble. Alors, encore une particularité s'agissant des syndicats mixtes ouverts, pour lesquels aucune disposition du CGCT ne prévoit de matière délégable. Il faudra donc être vigilant quant à la rédaction des statuts et prévoir ce qu'on pourrait déléguer. Si on s'intéresse effectivement aux premières mesures des exécutifs locaux, Marine. Alors, les premières mesures des exécutifs locaux, donc ça va concerner les délégations de fonction du maire aux élus ou du président au vice-président ou aux membres de son bureau. On a également des délégations de signature aux agents. Donc, ça va concerner les agents qui ont une certaine responsabilité, comme les DGS, les DGA, DST et également responsables de service.
mais ça pourra également concerner des fonctionnaires dans des matières limitativement énumérées par la partie réglementaire du CGCT. Ces délégations sont toujours consenties sous la surveillance et la responsabilité de l'exécutif. Elles prennent la forme d'un arrêté réglementaire nominatif. Elles peuvent être retirées à tout moment et, comme le disait Mickaël, elles doivent également être précises dans leur contenu pour être légales. Si on poursuit, on va effectivement plutôt sur le régime de délégation applicable dans une commune. Vous constatez, comme l'indiquait Marine, qu'on a deux familles de délégations. Les délégations aux élus, les délégations aux agents. S'agissant des délégations aux élus, les articles, vous les connaissez également, problématique L2122-18, les bénéficiaires sont qui? Les adjoints et les conseillers municipaux, qui seront des conseillers municipaux délégués. Attention, apport de la loi engagement et proximité. Fin de l'ordre de priorité, ce qui signifie qu'auparavant, L2122-18 imposait que pour donner délégation à un conseiller municipal, il fallait que tous mes adjoints soient titulaires d'une délégation ou absents ou empêchés. Aujourd'hui, cette requête n'est plus nécessaire et un adjoint peut être dépourvu de toute délégation et pourtant le maire pourra déléguer une partie de ses fonctions à un conseiller municipal. S'agissant des types de délégations octroyées aux élus, il s'agit de délégations de fonctions qui vont généralement emporter délégation de signature. Quant aux matières délégables, on va parler des pouvoirs propres de l'élu, du maire bien entendu, et également les pouvoirs délégués par le conseil municipal, L2122-23. S'agissant des agents, les dispositions s'affichent à votre écran, les bénéficiaires sont principalement, comme l'indiquait Marine, les emplois de direction, les responsables de services municipaux et bien entendu d'autres agents dans des matières particulières, l'état civil, certaines certifications conformes, avec des prérequis établis en partie réglementaire du CGCT. Il s'agit essentiellement et exclusivement de délégations de signature qui peuvent porter, dans certains cas, notamment sur les emplois de direction et les responsables de service, sur les pouvoirs propres du président ou du maire, et la problématique de matière fermée, ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur l'état civil ou autre. Attention sur la question des pouvoirs délégués. Aujourd'hui, il existe un vrai débat, j'insiste bien, même s'il paraît peu fonctionnel. Il existe un vrai débat sur la possibilité pour le maire de déléguer à des agents, au titre des dispositions qui sont à votre écran, la signature sur les compétences qu'il a reçues par délégation du conseil municipal. Je vous assure que ce débat est très vif, peut-être que pour vous c'est une certitude, oui, non, mais aujourd'hui, en doctrine, et même entre nous, nous discutons fréquemment de la portée de l'article L2122-23 et de sa possibilité d'octroyer des subdélégations de signature sur les matières déléguées, et cela au profit des agents. Dans les EPCI. Alors, on termine avec les premières mesures du président. Donc, tout d'abord, délégation de fonctions au vice-président et aux autres élus. Donc, la loi engagement et proximité n'est pas revenue sur l'ordre de priorité s'agissant des EPCI, c'est-à-dire qu'on le président va d'abord consentir des délégations à ses vice-présidents, et ce n'est qu'en cas d'absence ou d'empêchement ou s'ils sont tous titulaires d'une délégation qui pourra en consentir au conseiller communautaire. On a ensuite les délégations de signature aux agents, donc comme pour les communes, cela concerne les directeurs généraux de service, les directeurs de services techniques et les responsables de service. Et on a également la question de la subdélégation. Alors, cette fois-ci, c'est un peu étrange puisque contrairement aux communes, on prévoit expressément la possibilité de subdéléguer les matières qui ont été déléguées au président par le conseil aux agents, donc chose qui n'est pas prévue pour les communes. Et par contre, on ne prévoit rien s'agissant des autres élus du bureau, ce qui est prévu par le L2122-23 que rappelait Mickaël pour les adjoints et conseillers municipaux. Donc on a une vraie question ici. Bon, en pratique, on considère effectivement que si on peut subdéléguer des matières déléguées par le conseil communautaire aux agents, on peut nécessairement le faire aux autres élus du bureau. Bien entendu. Donc d'un point de vue pratique, c'est beaucoup plus simple effectivement. On en a fini avec la présentation et on laisse place maintenant à vos questions. Allez-y. Merci beaucoup Marine et Mickaël. Alors pour ne rien vous cacher, vous êtes extrêmement nombreux à nous avoir rejoints aujourd'hui. On ne pourra évidemment pas répondre à toutes les questions. Je vous rappelle juste ce que je disais en début d'intervention. Nous reprendrons toutes les questions que vous nous avez posées et nous y répondrons par écrit. Le support vous sera envoyé par email.
Si on prend une première question, est-ce qu'un agent qui reçoit une délégation de signature perçoit une indemnité? Alors là, belle question, Marine. Non. Effectivement, contrairement aux conseillers communautaires et conseillers municipaux délégués qui vont percevoir du fait de la délégation des indemnités de fonction, un agent qui reçoit une délégation de signature ne perçoit pas d'indemnité de fonction. Comment organiser des convocations dématérialisées pour la première séance du conseil municipal? Alors là, on va s'amuser. On va s'amuser, mais j'en discutais avec un de mes collègues en préparant cette intervention et je lui disais, mais comment on va faire pour la dématérialisation avec la loi engagement et proximité? Et il me dit, mais comment tu aurais fait pour une convocation par écrit? C'est la même chose, les élus vont être élus, bien entendu, c'est de la recherche d'informations. Aujourd'hui, la loi ne prévoit pas de période transitoire, elle ne dit pas, ah non, attention, pour la première séance d'installation, le dispositif ne s'applique pas. Le dispositif tend à s'appliquer. Maintenant, comme le disait Marine tout à l'heure, on a inversé le process. Avant, c'était par courrier, et si les élus le souhaitaient, par voie dématérialisée. Maintenant, c'est par voie dématérialisée, et éventuellement par opposition des élus, par voie papier. Là, matériellement, il va falloir s'organiser entre la proclamation des résultats et la séance d'installation. Maintenant, je ne pense pas, ça peut toujours nourrir un contentieux, mais je ne pense pas qu'on viendrait reprocher aux élus nouvellement arrivés de ne pas avoir eu le temps de manifester une opposition à l'un ou à l'autre des modes de transmission. Mais là, ça reste un peu un point sur lequel, matériellement, ça va être un peu du bricolage entre ces quelques jours pour les convocations. Plusieurs questions sur l'ordre du jour de la première séance. Est-ce qu'on peut y présenter, que ce soit les délégations du conseil au maire ou même les indemnités? Est-ce qu'on peut inscrire à l'ordre du jour d'autres types de... Alors oui, effectivement, on peut tout à fait aller au-delà de l'élection du maire et des adjoints ou du président et de ses vice-présidents. Alors par contre, particularité pour les communes, parce qu'on a un délai de 3 jours francs si on se cantonne aux élections. Donc si on prévoit le vote des indemnités de fonction et le vote des délégations, nous on recommande de prévoir un délai de 5 jours francs, délai d'ailleurs qui est prévu pour les EPCI. Alors n'oubliez pas, hein, comme le dit Marine, c'est très important, vous pouvez partir sur une séance marathon. Nous avons fait le choix, dans la préparation de cette présentation, qui vous a peut-être heurté sur la séance d'installation, de rester sur la séance d'installation de base. Bien entendu, votre créativité, vos contraintes, votre délai, votre rétroplanning, votre capacité à être préparé pour l'ensemble des délégations ou des modalités à prendre, vous pouvez prévoir une séance de 6 heures ou de 10 heures. C'est tout à fait possible. Mais attention, on a quand même aussi des actes qui devront présenter un caractère exécutoire pour déclencher d'autres décisions. Donc parfois, les 2 séances seront nécessaires. Ou 3. Les indemnités de fonction des élus sortants doivent-elles être versées jusqu'à l'installation du nouveau conseil? Ah, la question magique. Alors, on est sur des indemnités de fonction, tu me complètes, n'hésite pas, on est sur des indemnités de fonction qui sont liées à l'exercice effectif des fonctions. Alors c'est une vraie question. Si on vous a présenté les choses en disant maire et adjoint, ou le président, on met entre parenthèses la question des vice-présidents, vous allez bondir dans vos fauteuils si vous êtes élu en EPCI. Si on met l'accent sur maire et adjoint, on constate que maire et adjoint poursuivent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Ils ne sont pas juste là pour faire de la présence. Ils vont expédier les affaires courantes. Ils vont assumer un certain nombre de compétences qui leur sont propres. Donc, de ce fait, dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont bien en activité effective et sont normalement éligibles et bénéficiaires de leur indemnité. En cas de délégation de signature à un agent, est-ce que le maire peut toujours signer? Normalement, oui, effectivement, puisque c'est toujours sous la surveillance et la responsabilité du maire. Donc, il aura toujours la possibilité de signer en lieu et place de l'agent. Ce n'est jamais un dessaisissement. Marine a raison d'insister sur ce point. Comme on le disait tout à l'heure, le seul dessaisissement qui existe en matière de délégation, c'est la délégation du conseil au maire. Dans ce cas, le conseil se dessaisit de la compétence. Pour les autres délégations, fonctions ou de signature, c'est toujours placé sous la responsabilité et la surveillance de l'exécutif. Est-ce que le maire peut déléguer la signature d'un marché public à un agent? Alors, c'est complexe. Pourquoi? Si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, et c'est une vraie difficulté opérationnelle. Donc je vais essayer d'être crédible un tant soit peu. Peut-être que vous allez m'en vouloir tout de suite, mais si on reste sur le débat de tout à l'heure, je prends position. Le maire en tant que tel n'a pas de compétence en matière de marché. Vous êtes d'accord avec moi? J'espère. La compétence appartient au conseil municipal. Mais comme l'indique le L21 22 il peut donner délégation de compétences à l'exécutif pour lancer, passer, signer les marchés, les accords cadres, les avenants, etc.
Donc, à partir de ce moment-là, le maire, lui, a reçu délégation de compétences. S'il a reçu délégation de compétences, est-ce qu'il peut subdéléguer la signature des actes issus de la délégation de compétences à un tiers? Aux élus, oui. Donc, est-ce qu'un élu peut signer un marché par délégation du maire? Lorsque le maire a lui-même reçu délégation du conseil, la réponse est oui. En revanche, pour les agents, il n'y a pas de dispositif express. Mais en même temps, on tombe sur des jurisprudences qui nous disent qu'un DG peut recevoir délégation en toute matière. S'agit-il effectivement d'inclure les matières déléguées? Marine le disait tout à l'heure. Dans un EPCI, les agents peuvent recevoir une subdélégation de signature sur les matières déléguées par le conseil au président. Il y a une petite ambiguïté. En pratique, peut-être que vous le faites assez librement, sans risque, sans rien. En revanche, sur certaines matières pour lesquelles l'exécutif n'a pas délégation, si nous avons une délibération du conseil municipal qui autorise ou charge le maire de souscrire un marché particulier, la décision n'appartient pas à l'exécutif, elle appartient à l'organe délibérant qui charge le maire de prendre une décision. Dans ce cas-là, où nous sommes dans une compétence d'exécution, peut-être qu'à ce moment-là, L21-22-19 pour le DG, les responsables de service ou le DGA-DGST va s'appliquer pleinement dans l'exécution de la délibération. Donc il y a deux pans à prendre, soit la signature d'actes par un agent provenant des compétences que le conseil a déléguées à l'exécutif, en mairie j'insiste bien, soit le cas de l'exécution d'une délibération, où la compétence appartient toujours au conseil, pour lequel le maire est chargé de la mettre en œuvre par ses moyens, par sa signature ou celle d'un agent. Comment s'apprécie le quorum pour l'élection du maire? Alors, pour l'élection du maire, le quorum s'apprécie au moment où le doyen d'âge préside la séance pour procéder à l'élection du maire et des adjoints. Et le quorum s'apprécie par rapport à la majorité des membres en exercice. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cela signifie qu'on prend en compte uniquement les membres qui sont physiquement présents et pas l'effectif légal. Si le maire est réélu, est-ce qu'il faut refaire les arrêtés de délégation aux agents? Mais normalement, on est sur des mandats. Félicitations, vous êtes réélu. Vous êtes un double vainqueur. OK. Mais on a bien un mandat qui prend fin et un mandat qui débute. Et normalement, on a une fin de mandat. Alors c'est vrai, vous allez me dire, oui, mais c'est l'ancien maire. Il est resté en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Mais on a bien un moment dans le déroulement des séances où, un instant qui est peut-être un peu théorique ou fictif, où il n'est plus maire de la commune avant d'être réélu. Ce qui ne perdure pas, ce n'est pas son mandat qui continue. Il est réélu maire par le nouveau conseil. Il y a un instant, c'est peut-être effectivement une affaire de juriste, mais il y a un instant où il n'est plus mandat, où ces délégations tombent. Donc vous ferez des copier-coller de vos arrêtés. Peut-on transmettre les premières convocations par voie dématérialisée et par courrier pour éviter tout contentieux? Pragmatique. Effectivement, je pense que ça peut éviter tout risque juridique, vu que de toute façon, normalement, on doit obligatoirement l'envoyer par voie dématérialisée. Pourquoi pas assortir cet envoi d'un envoi par courrier pour s'assurer que l'ensemble des conseillers auront bien reçu la convocation, et ça vous fait deux moyens de preuve en cas de contestation. Donc effectivement, ça pourrait éviter tout contentieux. Ça semble super pragmatique. Moi, c'est une solution qui me va. Beaucoup de questions sur le lieu de la séance du premier conseil, et notamment le fait de savoir si elle peut se faire en dehors de la mairie. Alors, normalement, ce que l'on constate dans les circulaires sur la préparation de l'installation et l'élection des nouvelles assemblées, si je me réfère à celle de 2014, c'est normalement à la mairie, normalement, sauf impossibilité technique ou matérielle. Alors, je sais que pour les EPCI, on a le siège de l'EPCI ou sur le territoire d'une des communes membres, et qu'on n'a pas beaucoup plus de précision. Normalement, on va plutôt, et la position, c'est la réunion a lieu au siège de la mairie. Mais, si vous avez une phase de travaux, une indisponibilité de salle ou autre chose, vous pouvez prévoir spécifiquement une réunion dans un autre lieu. N'oubliez pas que on est sur des moments qui restent assez solennels, sur lesquels le lieu de réunion ne doit pas porter à confusion, puisqu'il s'agit quand même d'une première élection portant sur l'élection du maire et des adjoints, que les séances sont publiques. Il y a effectivement un accompagnement des administrés pour assister éventuellement à cette première séance d'installation, que l'ensemble des conseillers municipaux, déjà qu'on les envoie par voie dématérialisée ou par courrier, doivent pouvoir assister sans ambiguïté. Donc, déroger à ce lieu de réunion doit vraiment s'appuyer sur un motif légitime et étayé.
Nous arrivons à la fin de cette intervention. Une dernière question sur, est-ce que vous pouvez repréciser la date limite pour la séance d'installation du conseil communautaire? Alors oui, effectivement, c'est au plus tard le vendredi de la 4e semaine après l'installation des conseillers municipaux, donc ce qui nous mènerait normalement au 24 avril. Merci beaucoup Marine et Michael. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette webconférence. Nous retrouvons début mars pour une conférence sur la répartition des sièges et nous vous rappelons que vous recevrez donc les questions-réponses à l'issue de leur rédaction et que de toute façon le support est disponible sur votre espace client. Avec une petite précision, un livre blanc sur les premières mesures et les séances d'installation qui est en total cours de finalisation, rédigé par nos collègues Alexandre Perry, Marie-Laure Lacan et Anne-Gaëlle Mallard, qui sera très complet, très dense sur l'intégralité des jurisprudences, des positions doctrinales et qui sera un appui nécessaire à cette intervention et bien entendu aux questions et réponses que nous allons vous apporter tout à l'heure. On espère pas trop dur, hein, pas trop dur, on essaye, on s'accroche. Bonjour à tous et à toutes, Montmorency y compris. Merci beaucoup.